Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de mon téléphone qui recevait des appels d'un numéro qui n'existait plus depuis des années. Je m'appelle Élise, j'ai 28 ans et je travaille depuis 6 ans comme téléconseillère pour une compagnie d'assurance, un métier qui, je le précise tout de suite, m'a rendue particulièrement attentive à tout ce qui concerne les numéros de téléphone, les indicatifs, les formats régionaux, ces petits détails techniques auxquels la plupart des gens ne prêtent jamais vraiment attention. On pourrait dire que j'étais, avant tout ça, une professionnelle du téléphone. C'est peut-être aussi pour ça que ce qui m'est arrivé m'a semblé encore plus insupportable, parce que je savais mieux que quiconque que ce que je vivais n'aurait jamais dû être possible. Ma vie, avant cette histoire, était d'une banalité presque touchante. Un petit appartement loué dans un quartier tranquille de la périphérie, un canapé un peu défoncé hérité de mes parents, une collection de plantes vertes que j'essayais tant bien que mal de maintenir en vie, et un travail que je n'aimais pas particulièrement mais qui payait les factures. Je vivais seule depuis une rupture survenue 2 ans plus tôt, et je m'étais habituée à cette solitude, presque confortablement installée dedans, avec mes séries du soir, mes soirées lecture emmitouflées sous un plaid, et mes appels vidéo hebdomadaires à ma mère, toujours le dimanche en fin d'après-midi. Un rituel simple qui rythmait tranquillement mes semaines sans autre relief particulier. Tout a commencé un jeudi soir, vers 22h30. Je me souviens précisément de l'heure parce que je venais d'éteindre la télévision et de me préparer à aller me coucher. Mon téléphone a sonné, posé sur la table basse, et j'ai machinalement regardé l'écran avant de décrocher, comme on le fait tous par réflexe, pour savoir à qui on a affaire. Le numéro affiché ne correspondait à aucun contact enregistré dans mon répertoire, ni à aucun numéro que j'aurais pu reconnaître de mémoire. Un numéro fixe avec un indicatif régional que j'ai immédiatement reconnu, celui de la ville où j'avais grandi, à plus de 300 km de là où je vivais désormais. Un appel tardif d'un numéro fixe dans une région que j'avais quittée depuis des années, ce n'était pas franchement inhabituel en soi. Ça pouvait être un démarchage commercial mal calibré, une erreur de composition, n'importe quoi. J'ai décroché sans vraiment y penser. Il n'y avait personne au bout du fil. Enfin, personne qui parlait. J'ai entendu à travers un souffle de friture caractéristique des vieilles lignes téléphoniques un silence dense, presque habité, comme si quelqu'un se tenait là, à l'écoute, sans jamais prononcer un mot. J'ai dit allô à plusieurs reprises avec cette irritation légère qu'on ressent face à un canular ou une erreur, et puis j'ai raccroché, agacé, sans plus y penser. Le lendemain soir, exactement à la même heure, le même numéro s'est affiché. Cette fois, j'ai hésité avant de décrocher, une sensation étrange me nouant l'estomac sans que je sache vraiment pourquoi. J'ai fini par répondre, et de nouveau, ce même silence épais, ce même souffle de friture, comme une ligne ouverte sur un vide habité. Cette fois, j'ai cru percevoir tout au fond de ce silence une respiration, lente, régulière, presque paisible, comme celle de quelqu'un qui dort profondément à l'autre bout du fil. J'ai raccroché brusquement, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. J'ai bloqué le numéro immédiatement après, avec la certitude naïve que ça suffirait à régler le problème. Le soir suivant, à la même heure précise, mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro différent en apparence, mais avec le même indicatif régional, les mêmes 6 derniers chiffres à un détail près. J'ai bloqué celui-là aussi. Le soir d'après, un troisième numéro, presque identique, avec la même signature régionale. C'est à ce moment-là que la curiosité, mêlée à une inquiétude grandissante, m'a poussé à faire une recherche sur ce premier numéro, celui que j'avais initialement bloqué. J'ai utilisé un de ces annuaires inversés qu'on trouve en ligne, tapant les chiffres un par un avec une appréhension que je ne m'expliquais pas encore. Le résultat qui s'est affiché m'a glacé. Le numéro était associé à une ligne fixe désaffectée depuis plus de 6 ans, ayant appartenu autrefois à une certaine famille Berthier, dans un village que je ne connaissais pas, à une quarantaine de kilomètres de la ville où j'avais grandi. Un numéro désaffecté depuis 6 ans, résilié et rendu inactif par l'opérateur, ne pouvait techniquement appeler absolument personne. C'est ce que m'a confirmé quelques jours plus tard une conseillère de mon propre opérateur téléphonique que j'ai fini par contacter, un peu honteuse de devoir expliquer une situation qui semblait relever de la panique irrationnelle plutôt que d'un problème technique sérieux. Elle a vérifié les journaux d'appel de ma ligne avec la politesse professionnelle un peu distante que je reconnaissais pour l'avoir moi-même pratiquée des centaines de fois avec mes propres clients, et elle m'a annoncé, après une longue attente ponctuée de musique d'ambiance, qu'aucun appel entrant ne figurait sur mon relevé aux heures que je mentionnais. Aucun, comme si ces appels n'avaient jamais existé officiellement, alors même que je les avais vus s'afficher sur mon écran, que j'avais entendu cette respiration lente au bout du fil, que j'avais pris la peine de bloquer chacun de ces numéros un par un.
J'ai d'abord pensé à un problème logiciel, un bug quelconque affectant mon téléphone, peut-être lié à une application malveillante que j'aurais installée sans faire attention. J'ai réinitialisé l'appareil dans ses paramètres d'usine, effaçant toutes mes données, réinstallant le système depuis zéro. Pendant 2 jours, le silence complet, aucun appel suspect. Je me suis presque autorisé à croire que le problème était réglé, que cette réinitialisation avait suffi à effacer, avec le reste, cette anomalie technique qui m'avait tant perturbé. Mais le troisième soir, exactement à 22h30, mon téléphone tout neuf, tout vierge, a de nouveau sonné, affichant un numéro à l'indicatif régional familier. Cette fois, je n'ai pas décroché. J'ai laissé sonner, comptant mentalement les tonalités, jusqu'à ce que l'appel bascule sur ma messagerie vocale, cette messagerie que je n'avais jamais configurée personnellement, restée sur le message par défaut de l'opérateur. Le lendemain matin, j'ai découvert un message vocal enregistré. 37 secondes exactement, je me souviens du chiffre parce que je l'ai vérifié des dizaines de fois par la suite, cherchant désespérément une explication rationnelle. J'ai écouté ce message dans les toilettes de mon bureau, pendant ma pause déjeuner, le cœur battant, un casque enfoncé profondément dans les oreilles pour ne rien manquer. Il n'y avait pas de voix distincte, pas de mots articulés, juste cette même respiration lente, régulière, ponctuée à intervalles irréguliers par un cliquetis métallique léger, comme un trousseau de clés qu'on agiterait doucement, ou peut-être une chaîne fine qu'on ferait glisser entre des doigts. Et vers la 25e seconde, juste avant que le message ne se termine, j'ai perçu, très étouffé, presque effacé par la friture de la ligne, un murmure, 2 syllabes, peut-être 3, que je n'ai jamais réussi à identifier avec certitude, mais qui ressemblait avec une inquiétante précision à mon propre prénom. J'ai réécouté ce message une dizaine de fois ce jour-là, augmentant le volume à chaque tentative, espérant démêler dans cette friture quelque chose de plus concret, une preuve tangible que je pourrais montrer à quelqu'un, n'importe qui, pour ne plus porter seul le poids de cette certitude glaçante. Mais plus augmentait le volume, plus le cliquetis métallique semblait se rapprocher du micro, comme si la source de ce bruit, quelle qu'elle soit, se déplaçait elle-même à mesure que je l'écoutais, une sensation absurde et pourtant terriblement réelle. J'ai fini par supprimer le message, incapable de continuer à l'entendre, avant de le regretter amèrement le lendemain, réalisant que je venais d'effacer la seule preuve concrète de ce que je vivais. Les nuits suivantes, j'ai commencé à dormir la lumière allumée, quelque chose que je n'avais plus fait depuis l'enfance, cette même enfance où j'avais pourtant grandi sans jamais avoir eu peur du noir. J'avais à l'époque un petit ficus que ma grand-mère m'avait offert, posé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre, et je me souviens avec une précision étrange d'avoir remarqué un matin que ses feuilles avaient noirci sur une seule face, celle tournée vers mon lit, comme si quelque chose de froid avait stagné toute la nuit à cet endroit précis de la pièce. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une vie normale, en me raccrochant à mon travail comme à une bouée. Au bureau, dans l'open space où je passais mes journées casque vissé sur les oreilles à répondre aux appels de clients mécontents de leur contrat d'assurance habitation, j'ai commencé à sursauter au moindre grésillement suspect dans ma ligne professionnelle. Au point que ma collègue de bureau, Nadia, avec qui je partageais mon poste de travail depuis 2 ans, a fini par me demander si tout allait bien. Je lui ai raconté une version édulcorée de ce qui m'arrivait, un canular téléphonique un peu insistant, sans oser lui avouer l'ampleur réelle de mon inquiétude. Elle m'a proposé avec sa gentillesse habituelle de venir dormir chez elle quelques nuits si j'en ressentais le besoin, une proposition que j'ai déclinée par une fierté un peu absurde, convaincue que ce problème resterait circonscrit à mon appartement, à mon téléphone, à ma vie strictement privée. C'était une erreur de jugement. Un soir où j'étais resté tard au bureau pour finir un dossier urgent, mon téléphone professionnel, posé sur mon bureau au milieu de l'open space désert, a sonné à 22h30 précise, alors même que je n'avais jamais communiqué ce numéro à personne en dehors du cadre strictement professionnel. J'ai regardé l'écran avec une terreur froide se répandant dans tout mon corps. Le même indicatif régional, les mêmes 6 derniers chiffres à un détail près. J'ai quitté le bureau ce soir-là sans même éteindre mon ordinateur, laissant le téléphone sonner dans le silence de l'open space vide, mes talons claquant contre le carrelage tandis que je fuyais vers l'ascenseur, incapable de me retourner. J'ai passé la soirée suivante à chercher frénétiquement tout ce que je pouvais trouver sur cette famille Berthier associée au numéro d'origine. J'ai fini par tomber, après des heures de recherche sur des forums généalogiques et des archives de presse locale numérisées, sur un article datant de 7 ans, relatant la disparition d'un homme nommé Antoine Berthier, 61 ans, retraité vivant seul dans une maison isolée, en bordure d'un village dont je n'avais jamais entendu parler. L'article expliquait qu'il n'avait plus donné signe de vie pendant plusieurs semaines, que des voisins inquiets avaient fini par alerter la gendarmerie et que son corps avait été retrouvé dans sa propre maison, dans des circonstances que le journaliste qualifiait pudiquement de particulièrement éprouvantes, sans jamais entrer dans les détails.
Cette découverte aurait dû logiquement apaiser un peu mon inquiétude en m'offrant enfin un contexte, une explication tangible à rattacher à ce numéro. Mais elle n'a fait au contraire qu'amplifier ma terreur parce qu'elle transformait une simple anomalie technique en quelque chose de bien plus concret, de bien plus troublant. Ces appels ne provenaient pas d'un numéro abstrait, mais d'une ligne ayant appartenu à un homme mort seul, dans des circonstances jamais clairement expliquées 7 ans auparavant. Je n'avais aucun lien connu avec cet homme, aucun lien avec cette famille Berthier, aucun lien avec ce village que je n'avais jamais visité de ma vie. Pourquoi moi? Cette question m'a hantée pendant des jours entiers, tournant en boucle dans mon esprit à chaque instant de silence, chaque moment de solitude. Les appels ont continué presque chaque soir, toujours à la même heure précise, toujours avec de légères variations sur les derniers chiffres du numéro affiché. J'ai fini par cesser de bloquer les numéros un par un, épuisé par cette bataille sans fin, épuisé aussi par les nuits de sommeil de plus en plus hachées, ponctuées de réveils brusques au moindre bruit ressemblant, même vaguement, à une sonnerie de téléphone. C'est à cette période que les appels ont commencé à évoluer, prenant une tournure encore plus inquiétante. Un soir, alors que je décrochais par pure lassitude, décidé à en finir une fois pour toutes en hurlant dans le combiné pour faire cesser cette folie, j'ai entendu pour la première fois une voix distincte, basse, éraillée, appartenant sans conteste à un homme d'un certain âge, prononçant une phrase que je n'ai jamais pu oublier depuis. « Tu ne réponds jamais assez vite. » J'ai raccroché instantanément, les mains tremblantes, incapable de prononcer le moindre mot. Cette phrase, en apparence anodine, contenait une charge de menace sourde qui m'a glacé le sang bien plus efficacement que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Elle impliquait une attente, une observation continue de ma part, une exigence formulée par quelqu'un ou quelque chose qui semblait suivre mes moindres réactions avec une patience malveillante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai allumé toutes les lumières de mon appartement, vérifié chaque serrure à plusieurs reprises, éteint complètement mon téléphone en espérant naïvement que cela suffirait à couper court à ces appels impossibles. Mais le lendemain matin, en rallumant l'appareil, j'ai découvert 3 appels manqués enregistrés pendant la nuit, alors même que le téléphone était censé être totalement éteint, techniquement incapable de recevoir quoi que ce soit. J'ai fini par en parler à ma mère, en larmes, un dimanche après-midi, pendant notre appel vidéo hebdomadaire, incapable de garder plus longtemps cette angoisse pour moi seule, incapable aussi de continuer à sourire faussement derrière l'écran en prétendant que tout allait bien alors que je n'avais pas fermé l'œil correctement depuis des semaines et que mes cernes, visibles même à travers la mauvaise qualité de la caméra, trahissaient déjà mon épuisement. Elle m'a écoutée avec une attention grave, sans jamais me traiter de folle, ce qui m'a profondément soulagée sur le moment. Et c'est elle, en réfléchissant à voix haute, qui a fait le lien que je n'avais jamais envisagé moi-même. Mon grand-père paternel, décédé bien avant ma naissance, avait grandi dans cette même région, dans un village voisin de celui où avait vécu cet Antoine Berthier. Ma mère se souvenait vaguement, à travers des bribes de conversations familiales anciennes, d'une rivalité ou d'un conflit ayant opposé nos 2 familles, quelque chose lié à un héritage de terres contestées, remontant à plusieurs générations, dont personne n'avait jamais voulu parler ouvertement. Cette information, bien qu'ancienne et à première vue anecdotique, a changé ma perspective sur toute cette histoire. Ce n'était peut-être pas un hasard aveugle, une victime choisie au hasard par une force malveillante errante, mais quelque chose de bien plus ancien, de bien plus enraciné, un conflit familial jamais résolu, transmis silencieusement à travers les décennies, jusqu'à trouver en moi, descendante involontaire d'un différend oublié, une cible accessible. Les appels sont devenus quotidiens, puis pluriquotidiens. Ils survenaient désormais à toute heure, brisant mes réunions de travail, mes moments de repos, mes rares instants de tranquillité. La voix, à chaque fois plus distincte, plus assurée, prononçait des phrases courtes, énigmatiques, toujours empreintes de cette même exigence sourde. « Tu m'ignores encore. Je t'attends depuis longtemps. Ta famille me doit quelque chose. » Il y a eu, durant cette période, une nuit que je n'ai jamais réussi à raconter en entier à qui que ce soit, tant elle me semble encore aujourd'hui trop irréelle pour être crue. Je m'étais endormie tard, épuisée par des semaines de sommeil fragmenté, et j'ai été réveillée en sursaut par une sonnerie provenant non pas de mon téléphone posé sur ma table de nuit, mais de ma propre ligne fixe, cet appareil hérité de l'ancien locataire que je n'avais jamais pris la peine de faire retirer et que je n'avais, à ma connaissance, jamais raccordé à aucun abonnement. Un vieux combiné beige, poussiéreux, posé sur une étagère de l'entrée, que je n'avais jamais entendu sonner une seule fois depuis mon emménagement 3 ans plus tôt. Je suis restée figée dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, écoutant cette sonnerie stridente et désuète résonner dans le silence de mon appartement, comptant les tonalités sans oser bouger, sans oser aller vérifier. 5 sonneries, 6. Puis le silence est revenu, un silence encore plus lourd que le bruit qui venait de le précéder. Je ne me suis pas levée cette nuit-là.
Je suis resté immobile jusqu'à l'aube, les yeux grands ouverts fixant le plafond, guettant le moindre bruit suspect, et ce n'est qu'au lever du jour, dans la lumière rassurante du matin, que j'ai trouvé le courage d'aller décrocher ce combiné pour vérifier d'un geste tremblant s'il était réellement débranché. Il l'était. Le fil électrique pendait inerte, débranché de la prise murale depuis toujours, exactement comme je le pensais. Cette découverte, loin de me rassurer, a achevé de me convaincre que ce qui se produisait ne relevait d'aucune explication technique rationnelle, qu'aucune ligne, aucun branchement, aucun réseau ne pouvait véritablement expliquer ou contenir ce phénomène. J'ai commencé à partir de cette nuit-là à éviter de rester seul chez moi après 20 heures, préférant m'attarder au travail, traîner dans des cafés jusqu'à la fermeture, retarder autant que possible le moment de rentrer et de me retrouver face à ce silence qui n'en était jamais tout à fait un. J'ai également remarqué, durant cette période, que les appels ne se limitaient plus à mon téléphone portable et à cette ligne fixe fantôme. Un vendredi soir, alors que je regardais un film chez une amie, mon téléphone éteint et rangé au fond de mon sac pour l'occasion, c'est la messagerie de son propre domicile, sur une ligne qu'elle possédait depuis des années, sans jamais recevoir d'appel indésirable, qui a sonné à 22h30 précises. Elle a décroché, agacée par cette interruption en plein film, et je l'ai vue blêmir en quelques secondes, reposant le combiné d'un geste brusque sans prononcer un mot. Elle m'a simplement dit, d'une voix mal assurée, qu'il n'y avait personne au bout du fil, juste un souffle et une respiration lente qu'elle n'avait pas su identifier. Je n'ai jamais osé lui avouer que je savais exactement, avec une précision glaçante, de quoi elle parlait. J'ai changé de numéro de téléphone, une démarche coûteuse et fastidieuse impliquant de prévenir absolument tous mes contacts, mon employeur, mes services administratifs. Pendant 4 jours, un silence bienheureux. J'ai recommencé à dormir, à respirer normalement, à envisager que cette épreuve touchait enfin à sa fin. Mais le 5e soir, à 22h30 précise, mon tout nouveau téléphone, avec son tout nouveau numéro connu de personne d'autre que mes proches les plus intimes, a sonné avec cet indicatif régional désormais familier. C'est à ce moment précis que j'ai compris, avec une certitude glaçante, que changer de numéro ne servirait jamais à rien, que ce qui me poursuivait n'avait pas besoin de connaître mes coordonnées techniques pour me trouver, que le lien qui nous unissait, cet homme mort et moi, transcendait complètement la technologie qui semblait pourtant en être le vecteur. Avant d'en arriver à cette solution, j'ai bien sûr envisagé, comme n'importe qui à ma place, des explications plus rationnelles. J'ai consulté un médecin généraliste, redoutant que ce stress accumulé ne finisse par sérieusement affecter ma santé, et il m'a prescrit un léger somnifère ainsi qu'un arrêt de travail de quelques jours, sans jamais remettre en question la réalité des faits que je lui rapportais, se contentant simplement de m'orienter vers du repos et une consultation ultérieure si les symptômes persistaient. J'ai aussi contacté, par pur désespoir, un technicien indépendant en télécommunication trouvé sur une petite annonce locale qui a passé près de 2 heures à examiner ma ligne, mes appareils, mon compteur électrique, sans jamais rien déceler d'anormal, reconnaissant lui-même avec un embarras visible qu'il n'avait aucune explication technique à proposer pour ce que je décrivais. C'est cet échec cumulé de toutes les pistes rationnelles qui m'a finalement poussé, épuisé et à court d'options, vers cette autre voie. J'ai cherché de l'aide, comme je l'avais fait auparavant pour d'autres épreuves, du côté de pratiques que je n'aurais jamais envisagées dans ma vie ordinaire. Une amie de ma mère, connaissant une partie de mon histoire, m'a mise en relation avec un homme âgé, ancien prêtre reconverti dans l'accompagnement de situations qu'il qualifiait pudiquement de troubles, vivant retiré dans un village pas très éloigné de celui où j'avais grandi. Je l'ai rencontré un samedi après-midi dans le petit salon encombré de livres de sa maison et je lui ai raconté toute l'histoire, sans rien omettre, avec un soulagement immense à pouvoir enfin parler, sans craindre le jugement ou l'incrédulité. Il m'a écouté longuement, sans m'interrompre, hochant parfois la tête d'un air grave et concentré. Il m'a expliqué avec une conviction tranquille qui m'a étrangement apaisé que certains conflits non résolus, certaines dettes jamais réglées entre les vivants pouvaient survivre à la mort de ceux qui les portaient, cherchant à travers les générations suivantes une forme de réparation ou du moins de reconnaissance. Il m'a conseillé une démarche qui m'a semblé à la fois simple et immensément difficile, retrouver si possible un descendant vivant de cette famille Berthier et tenter, en son nom et au nom de ma propre famille, une forme de réconciliation symbolique, un geste de paix formulé à voix haute dans le lieu même où le conflit était né. Les recherches ont pris plusieurs semaines. J'ai fini par retrouver, grâce à l'aide patiente d'un généalogiste amateur contacté sur un forum spécialisé, une petite nièce d'Antoine Berthier, une femme d'une 60aine d'années vivant toujours dans la région, qui avait hérité de la maison familiale après la mort de son grand-oncle.
Je l'ai contactée avec une appréhension immense, redoutant qu'elle me prenne pour une folle ou une manipulatrice, mais elle a accepté de me recevoir après que je lui ai expliqué, avec autant de sincérité et de prudence que possible, ce que je vivais depuis des mois. Elle m'a accueilli avec une gentillesse inattendue, presque comme si elle avait elle-même, à sa manière, ressenti quelque chose d'étrange dans cette maison au fil des années, sans jamais oser le formuler clairement. Elle m'a raconté ce qu'elle savait du conflit ancien entre nos deux familles, un différend de bornage entre deux parcelles de terre, vieux de plus de 70 ans, qui avait empoisonné les relations entre nos aïeux jusqu'à leur mort respective, sans jamais trouver de résolution formelle. Le trajet jusqu'à cette maison isolée a duré près de 2 heures, la petite nièce d'Antoine Berthier, elle s'appelait Monique, conduisant sa vieille voiture sur des routes de campagne de plus en plus étroites, bordées de champs immenses balayés par un vent d'automne qui faisait ployer les hautes herbes jaunies. Elle m'a raconté pendant tout le trajet des souvenirs épars de son grand-oncle, un homme qu'elle décrivait comme taciturne, presque toujours seul, ayant rompu depuis des décennies tout contact avec le reste de la famille élargie, à cause justement de cette vieille querelle de bornage dont elle ne connaissait elle-même que des bribes transmises par sa propre mère. Elle m'a avoué avec une gêne visible qu'elle n'était jamais retournée dans cette maison depuis l'enterrement, ayant confié l'entretien du terrain à un voisin agriculteur, incapable elle-même de franchir à nouveau ce seuil. Nous nous sommes rendus ensemble, un après-midi d'automne, jusqu'à cette maison isolée où Antoine Berthier avait vécu et était mort seul. La bâtisse se dressait au bout d'un chemin de terre défoncé, entouré d'un jardin envahi par les ronces, avec des volets à moitié détachés qui claquaient doucement contre la façade décrépie à chaque bourrasque. J'ai ressenti, en franchissant le seuil de cette bâtisse silencieuse, un froid intense malgré la douceur de la journée, une pesanteur presque palpable qui semblait alourdir chacun de mes pas, comme si l'air lui-même, à l'intérieur de ces murs, avait une densité différente de celui du dehors. L'intérieur sentait la poussière et le renfermé, un mélange d'humidité et de bois vieilli qui piquait légèrement la gorge. Des meubles recouverts de drap grisâtre occupaient le salon, et sur une console près de la cheminée, j'ai remarqué avec un frisson glacé remontant le long de ma nuque, un vieux téléphone à cadran, du même modèle beige que celui que je possédais moi-même dans mon entrée, son fil pendant mollement, débranché lui aussi depuis des années. Monique m'a expliqué d'une voix étranglée que son grand-oncle avait toujours refusé qu'on lui installe une ligne plus moderne, s'accrochant obstinément à cet appareil ancien jusqu'à sa mort. Dans le salon poussiéreux, resté quasiment intact depuis des années, j'ai prononcé, la voix tremblante, les mots que j'avais préparés avec l'ancien prêtre. Des excuses formulées au nom de ma famille pour ce conflit jamais résolu, une reconnaissance sincère de la souffrance et de l'injustice ressentie, et une demande claire, presque suppliante, de paix et de repos. Monique, à mes côtés, a ajouté ses propres mots, hésitant d'abord, puis de plus en plus assurée, s'adressant directement à son grand-oncle comme s'il se tenait encore quelque part dans cette pièce, lui promettant de veiller désormais sur cette maison, de ne plus la laisser à l'abandon, de porter sa mémoire avec plus de soin que la famille ne l'avait fait de son vivant. Pendant un instant, alors que nos deux voix s'éteignaient dans le silence pesant de ce salon, j'ai eu la sensation très nette que la température de la pièce remontait doucement, que cette pesanteur qui m'oppressait depuis notre arrivée se dissipait peu à peu, comme un poids qu'on aurait délicatement retiré de mes épaules. Le vieux téléphone à cadran, sur la console poussiéreuse, a émis un unique cliquetis métallique, bref et sec, avant de retomber dans un silence parfaitement inerte. Monique et moi nous sommes regardés sans un mot, sachant toutes les deux, sans avoir besoin de nous le confirmer à voix haute, que quelque chose venait de se produire, quelque chose que ni l'une ni l'autre ne saurait jamais expliquer complètement, mais dont nous ressentions avec une certitude presque physique le poids qui venait de se lever. Je ne saurais jamais avec certitude ce qui a véritablement provoqué la fin de ces appels. Peut-être ces mots prononcés dans cette maison silencieuse, peut-être simplement le temps qui, comme n'importe quel phénomène, finit toujours par épuiser sa propre intensité. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, 22h30 est passé sans la moindre sonnerie. Le lendemain aussi, et tous les soirs qui ont suivi. Je n'ai plus jamais reçu d'appel de ce numéro disparu, ni d'aucun de ses variantes. J'ai gardé pendant longtemps encore une appréhension sourde à chaque sonnerie de téléphone tardive, un réflexe de vérification systématique de l'écran avant de décrocher que je n'ai jamais totalement perdu depuis. Mais le silence, cette fois, est resté un vrai silence, un silence apaisé, sans cette présence sourde et menaçante qui avait empoisonné mes soirées pendant des mois entiers. Le trajet du retour, ce soir-là, s'est fait presque en silence, Monique et moi épuisés par l'intensité de ce que nous venions de vivre, échangeant simplement, de temps à autre, un regard chargé d'un soulagement encore incrédule. Elle m'a proposé de rester en contact, et nous nous sommes effectivement revus à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi, unis par cette expérience commune que ni l'une ni l'autre n'aurait pu partager avec quelqu'un n'ayant pas traversé la même chose.
Elle m'a confié quelques semaines plus tard avoir fait repeindre entièrement la maison de son grand-oncle et avoir commencé à y organiser timidement quelques week-ends comme pour réhabiliter ce lieu longtemps laissé à l'abandon et à l'oubli. De mon côté, j'ai mis plusieurs semaines à retrouver une vie tout à fait normale. J'ai continué par prudence, ou peut-être simplement par habitude devenue instinctive, à vérifier systématiquement l'écran de mon téléphone avant de décrocher, ce petit réflexe de méfiance ne m'ayant jamais tout à fait quitté depuis. Ma collègue Nadia a fini par apprendre, bien plus tard, la version complète de ce que j'avais traversé un soir où nous avions un peu trop bu après le travail, et elle m'a écouté avec des yeux écarquillés, sans jamais mettre en doute un seul mot de mon récit, ce qui m'a profondément touchée. Elle m'a avoué à son tour avoir toujours eu l'intuition que quelque chose de grave se passait ces mois-là, sans jamais avoir osé insister davantage. J'ai fini par retourner une seule fois dans mon ancien appartement, celui où tout avait commencé, quelques mois après avoir déménagé pour un autre quartier de la ville, simplement pour restituer les clés au propriétaire. En montant les escaliers familiers, en repassant devant cette porte que j'avais franchie des centaines de fois pendant cette période de terreur silencieuse, je n'ai ressenti aucune peur particulière, aucune vibration inquiétante, juste la mélancolie ordinaire qu'on éprouve face à un lieu qu'on a quitté, chargé de souvenirs difficiles autant que de souvenirs simplement humains, quotidiens, presque banals. Je pense souvent à cet homme, Antoine Berthier, mort seul dans sa maison, porteur d'une rancune transmise à travers les générations, sans jamais trouver d'apaisement. Je pense à cette dette invisible que ma propre famille portait sans le savoir, héritée sans qu'on m'en ait jamais parlé, jusqu'à ce qu'elle vienne frapper à ma porte, ou plutôt sonner sur mon téléphone, avec une insistance terrifiante. Je ne cherche plus à comprendre entièrement les mécanismes de ce qui m'est arrivé. Je sais simplement que certaines dettes, aussi anciennes et enfouies soient-elles, finissent toujours par réclamer leur dû et qu'il vaut parfois mieux les regarder en face, aussi effrayant que cela puisse être, plutôt que de continuer à fuir indéfiniment une sonnerie qu'on ne peut jamais vraiment faire taire. Il m'arrive encore, certains soirs d'automne, lorsque le vent se lève brusquement et fait claquer les volets de mon nouvel appartement, de repenser à cette maison isolée, à ce téléphone à cadran silencieux posé sur sa console poussiéreuse, à ce dernier cliquetis métallique qui semblait, plus que n'importe quelle parole, avoir mis un terme définitif à toute cette histoire. Je n'ai jamais cherché à savoir si Monique, de son côté, avait continué d'entendre parler de son grand-oncle à travers d'autres signes, d'autres manifestations discrètes, préférant garder pour moi cette conclusion que je considère avec le recul comme la seule qui compte vraiment. Le silence, un vrai silence, apaisé, sans arrière-goût de menace, est revenu s'installer dans ma vie, et je m'efforce, chaque jour un peu plus, de ne plus laisser cette vieille peur décrocher à ma place. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.